Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus participer à cet échange sur le hub énergétique, le site logistique de demain. D'autant plus aujourd'hui, on a bien vu que la transition, malgré qu'elle soit en cours chez nombreux acteurs de la logistique, on a encore, en tout cas, le secteur représente encore un tiers des émissions de CO2. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cette transformation soit active. Et puis le contexte géopolitique nous rappelle toute l'importance de la gestion des ressources, notamment la question de l'énergie. Donc pour ce faire, je reçois aujourd'hui pour nous parler Tariel, Quentin et Jeanne. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 secondes? Et j'ouvre le bal. Donc, Quentin Roussel, directeur général délégué aux opérations de la foncière d'Entresangle Immobilier Logistique, qui est une foncière donc issue du groupe éponyme qui ne fait plus de transport de nos jours et qui investit dans l'immobilier logistique à titre locatif. Donc, on développe nos actifs. On a à peu près 700 000 mètres carrés loués pour 40 millions d'euros de loyer et 250 000 mètres carrés en projet. Donc, je vous écoute hein, si vous avez des besoins. Et pour revenir sur le solaire, aujourd'hui, on développe les centrales solaires qu'on conserve. On ne loue pas nos toitures, on les conserve. Et on a 12 000 kilos aujourd'hui en production. Et on a 12 000 kilos également en projet, soit en construction, soit lauréat de creux ou de tarifs S21. Tariel, Jeanne. Bonjour, Tariel Chameroy, en charge des enjeux de développement durable pour une entreprise qui s'appelle DB Schenker et qui se renomme petit à petit DSV. En l'occurrence, c'est demain. Première étape pour laquelle le nom Schenker va disparaître et va devenir DSV. En charge des enjeux de durabilité, donc les fameux 1/3 d'émissions de Les CO2. fameux. Pour un groupe comme DSV, ça représente 20 millions de tonnes de CO2 et où effectivement la question de la production, du stockage et de la distribution d'énergie pour les véhicules poids lourds principalement, mais voitures aussi, est à l'ordre du jour de toute cette migration et de cette mutation. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Jeanne Bégaud, directrice commerciale en charge du développement des activités du groupe Solstice. Alors, le groupe Solstice est un opérateur de transition énergétique. On aura l'occasion de vous présenter les différents services que nous proposons. Voilà, donc ravi d'être ici avec ces messieurs. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, pour poser le cadre, jusque-là, on a optimisé les flux logistiques. C'était beaucoup ça le sujet. Maintenant, on a bien compris qu'il y avait des gros enjeux sur la maîtrise énergétique. En une phrase ou très rapidement, c'est quoi votre enjeu principal aujourd'hui, Tariel? Bah, écoutez, oui, dans le monde du transport, on optimise, on réduit les tonnes kilomètres et donc c'est ce qu'on fait depuis. Enfin, l'entreprise fait ça depuis 150 ans. Donc voilà, elle a passé quelques grandes étapes énergétiques puisqu'on est quand même, on est parti du charbon et du cheval, donc on a déjà fait une migration énergétique. Et le futur, enfin ce qui se passe en ce moment, c'est aussi une révolution du même acabit puisque on intègre un mix énergétique qui va évidemment des carburants, des biocarburants, en passant par le HVO, le B100 ou le gaz, mais aussi beaucoup l'électricité, puisque l'électricité est un vecteur d'autres potentialités avec des toitures, des parkings et une possibilité de pouvoir produire son énergie et la redistribuer dans ses poids lourds. Donc c'est vrai que cet enjeu climatique génère des opportunités opérationnelles et il est clair que pour un transporteur avec à peu près 70 000 poids lourds en Europe, il y a de très belles opportunités d'optimisation sur la partie énergétique. N'oublions pas que l'énergie telle qu'elle est aujourd'hui utilisée représente à peu près 25 voire 30%. Monsieur Tabarot, le ministre, le précisait, entre 25, plutôt 30 en ce moment, de nos coûts de production. Donc c'est un élément déterminant et que la transformation énergétique qui est en cours verra certainement une recomposition de ce fameux 25-30%. Et donc, il ne faut pas louper le coche, puisque c'est tout simplement potentiellement la disparition des acteurs qui ne se sont pas adaptés. Donc voilà comment on voit les choses. Merci beaucoup. Quentin, de votre côté, sur l'immobilier, ça se passe Alors, comment? C'est quoi l'enjeu principal? Ouais. je vais être un peu plus terre à terre. Au démarrage, on est quand même resté dans une logique de respect des obligations qui s'imposent à nous, qui changent assez vite hein, entre le décret de tertiaire, la loi L'Homme, la loi Appert. Mais après, soit on le subit,
soit nous, on a essayé d'en faire une opportunité pour satisfaire nos clients, que ce soit sur l'énergie, pour qu'ils aient envie de venir dans nos immeubles et que nos immeubles prennent de la valeur, parce que ce sont des immeubles qui sont attractifs. Et dans cette équation, effectivement, l'énergie solaire, les panneaux solaires, c'est un outil qui est performant et qui répond à beaucoup d'attentes de nos clients. Merci Quentin. Alors effectivement, là où vous avez entièrement raison, c'est qu'on a souvent associé décarbonation et dépenses. Alors, des dépenses vertes, certes, mais quand même des dépenses. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est double. C'est la résilience et la souveraineté. Et donc, la souveraineté, c'est quoi? C'est comme l'a dit Quentin, c'est de transformer effectivement des réglementations, des contraintes réglementaires en opportunités. Donc, c'est de transformer des contraintes en actifs productifs, tout en se protégeant, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui la volatilité et l'imprévisibilité de l'énergie. Donc, effectivement, faire appel à du solaire notamment permet de se prémunir des fluctuations et donc avoir un prix fixe de l'énergie pendant 20 ans. Si on veut rentrer un peu dans la maîtrise énergétique, concrètement, si je commence par Tariel, est-ce qu'on peut dire que l'énergie, elle est devenue une contrainte d'exploitation, au même niveau que l'organisation du trafic, par exemple, les tournées, les chauffeurs? Oui, il y a une donnée qui change, c'est que l'énergie doit s'adapter au cas d'usage, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Avant, on avait à disposition un couteau suisse qu'on était capable d'adapter aux différents cas d'usage, qu'on fasse du camionnage courte distance, des tractions, de la moyenne distance, une voiture, un camion. On utilisait toujours finalement le diesel ou un dérivé des carburants fossiles et il s'adaptait à peu près à tout. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. Ça va aller donc de la plus courte distance en démarrant par du musculaire, j'allais dire, hein, un peu pour choquer, mais effectivement, une entreprise comme la nôtre, sur le territoire national, on est capable de pouvoir livrer une bonne trentaine de villes avec des vélos. Le muscle revient. Le muscle est une énergie et donc voilà, elle est présente sur 2% de nos expéditions sont livrées en vélo. Alors bon, vous voyez, c'est anecdotique, mais c'est bien une transition énergétique. C'est juste pour marquer le coup. Après, on a donc eu un passage très important sur la partie gazière. Gaz, donc un premier temps un gaz fossile, et puis petit à petit un gaz bio de méthanisation. Donc là encore, est-ce qu'il faut construire des stations de gaz chez nous, installer des stations ou pas? Est-ce qu'il faut s'avitailler en route parce que les investissements sont coûteux? Voilà des questions qui se sont posées. On a fait des choix de ne pas investir sur la partie gazière, d'autres l'ont fait, mais le gaz relève encore, et le gaz bio est une solution. Donc ensuite arrivent les solutions développées par les Finlandais, donc le HVO, hein, qui est aussi une solution alternative qui décarbone. Et puis je mets sur le même diapason le B100, plutôt français, qui lui aussi décarbone. Et puis on fait rentrer l'électricité. L'électricité qui peut nourrir deux types de véhicules, le véhicule à batterie et le véhicule hydrogène. Donc voilà encore deux choix qui se présentent à nous. Donc, dans une flotte de véhicules, alors je vais prendre que le périmètre français d'une entreprise comme la nôtre, on a 1200 véhicules. Sur les 1200 véhicules, on a un petit peu de tout. Et le un petit peu de tout fait qu'en bas carbone, je vais utiliser ce terme, en bas carbone, donc tout ce qui fait qu'on réduit par rapport au B7, on a 50% de la flotte qui est alternative, donc qui est en bas carbone. Et donc, il faut gérer ça. Et donc, le travail qu'on faisait avant en négociant avec un énergéticien une fois par an, il est terminé. Donc, il faut qu'on adresse les sujets un par un. Donc, on a une équipe capable de pouvoir gérer ça au quotidien et anticiper. Alors, les situations comme celle-ci, guerre en Iran, évidemment, on ne l'a pas anticipé, donc on subit aussi, mais il faut s'adapter et revoir nos plans. Donc, c'est un travail maintenant d'une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe d'énergie et de décarbonation et qui fait qu'on est capable de pouvoir avitailler nos sites avec du HVO ou d'installer des bornes électriques haute puissance et de les nourrir avec de la production électrique. Donc voilà un peu la complexité dans laquelle on est. Donc on est passé de une personne
Une À fois une l'an, à une équipe, Voilà. constamment. Quentin, de votre côté, est-ce que la performance énergétique des sites que donc, vous mettez en locatif, elle est aussi, par exemple, aussi importante maintenant que la localisation, la taille de l'entrepôt? Vous amenez ça comment, en fait, cette dimension? Alors, je vais pas dire que pour livrer Paris, on va s'installer à Lyon parce qu'on a un bel entrepôt, mais effectivement, je dirais plutôt la sobriété énergétique est devenue un élément primordial. Et c'est sûr que nos clients préféreront, dans une zone géographique qui leur convient, aller sur un entrepôt qui présente une sobriété énergétique et ces éléments qui permettent de favoriser peu de consommation et bas carbone. Mais tout ça, quand même s'ils sont prêts à payer un peu plus cher, il faut quand même rester dans des loyers raisonnables parce qu'on on peut pas s'envoler, hein, nous tous, on paye à la fin le service. Et par contre, maintenant, comment répond-on parce qu'on parle de solaire quand même beaucoup avec Solstice, avec le solaire à ses attentes. Alors aujourd'hui, on a le schéma qui est un peu traditionnel, qui est la revente à tout le monde. On installe une centrale solaire sur toute une toiture et on revend pour l'essentiel l'électricité, soit nous-mêmes via des dispositifs aidés comme les appels d'offres creux, soit éventuellement on loue nos toitures à des experts de l'exploitation solaire. Hein. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est beaucoup attendu par nos clients, par nos locataires, c'est quand même d'aller vers l'autoconsommation. Et là, comme vous le savez tous, on se heurte au solaire et le problème de la temporalité. Je vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous donne quand même, pour donner un peu les ordres de grandeur, sur un entrepôt de 80 000 m² qu'on a dans le centre de la France, un entrepôt standard, hein, pas trop de mécanisation, température ambiante. On est capable de produire à peu près 8 500 kWh par an avec la toiture. Et la consommation de l'entrepôt, c'est 2000 kWh. Mais là, j'en suis. Donc, on a déjà 22% de chute si on veut brancher notre centrale sur le réseau. Et si on prend les points 10 minutes, c'est-à-dire pour voir la consommation au fil de l'année, au jour le jour, toutes les 10 minutes, en fait, là, on arrive à faire qu'une centrale de 300 kW crête qui va produire 300 kWh à peu près, grosse maille. Et là, on va retomber à 3% à peu près. Donc, 3% de l'énergie produite par notre centrale en toiture va pouvoir être consommée directement. Donc après, il y a d'autres enjeux, on va parler du stockage, etc. Il y a d'autres enjeux qui vont nous permettre d'avancer. Et dernier sujet qui est un frein ou qu'il faut franchir, c'est que quand on commence à vendre de l'électricité à nos locataires, nos financeurs, ils commencent à être un tout petit peu inquiets. Hein. En fait, quand est-ce que vous allez être payé, etc. Est-ce que vous allez être toujours payé? Est-ce que le prix va toujours être concurrentiel? Est-ce que votre locataire, parce que moi, je sais pas, je vois pas dans la boule de cristal sur le prix de l'électricité à 20 ans, est-ce que vous aurez toujours des revenus face à l'investissement? Donc, ils peinent un peu pour nous prêter. Voilà. Du coup, Jeanne, on voit bien que là, on a 2 profils complètement différents, des enjeux très divers. Comment on répond à ça? Comment on accompagne ça? Alors Lucie, effectivement, tu as complètement raison. On voit bien que les contraintes de Quentin ne sont pas les mêmes que Tariel. Alors, pour faire simple, Quentin, vous avez parlé de Solstice et la situation avec le solaire. Aujourd'hui, le groupe Solstice est un opérateur de transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les capacités et nous traduisons l'ensemble de la chaîne de valeur de nos clients en termes de décarbonation. Ça se traduit comment? Ça se traduit par, dans un premier temps, donc là, vous le voyez sur le graphe, la stratégie bas carbone. Donc en fait, on est convaincu dans le groupe Solstice que la décarbonation ne se traite pas petit bout par petit bout, mais vraiment dans une stratégie globale. Donc quand on parle de stratégie bas carbone, on commence à poser un diagnostic. Donc on voit bien qu'effectivement, vos attentes, vos contraintes ne sont pas les mêmes. Donc on regarde effectivement quelles sont les contraintes en termes d'actifs, quels sont les freins que vous pouvez rencontrer, où est-ce que vous en êtes par rapport à la réglementation. Et une fois qu'on a posé, je dirais, le diagnostic, on établit une ligne directrice de décarbonation. Donc une ligne directrice qui est à la fois quantifiée, mais aussi échelonnée dans le temps. Donc on a posé, je dirais, le diagnostic, on a posé la ligne conductrice de décarbonation, et ensuite, là, on fait appel à l'opérationnel, donc on fait appel à nos experts métiers
Alors, nos experts métiers sont divers, hein, parce qu'aujourd'hui, on est un acteur extrêmement complet dans la décarbonation. Donc, nos experts solaires interviennent pour réaliser les études techniques. Nos experts mobilité interviennent pour réaliser les travaux. Donc, en fait, on intervient ensuite sur la réalisation des travaux. Et donc, ça passe par l'étude, la réalisation des travaux, l'exploitation. Et même, vous parliez effectivement de financement, qui est effectivement une contrainte. Aujourd'hui, on accompagne nos acteurs dans le financement. On le verra tout à l'heure, mais on a une capacité financière, on a un fonds d'investissement de plus de 150 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Donc, je suis ravie, Quentin, de savoir qu'effectivement, il faut un accompagnement financier. Merci. Est-ce que, d'après vous, tous les sites logistiques peuvent devenir des hubs énergétiques? C'est une question large, hein. Ouais. Oui, moi je vous ai fait un panel du mix énergétique et puis maintenant je vais rentrer dans la partie électrique. Il est évident que l'avènement du poids lourd électrique, qui est en cours, qui représente moins de 1% des véhicules en France, hein, va changer la trajectoire des bâtiments. Quand on installe sur des sites logistiques ou de cross-docking qui sont moins importants que ceux qu'évoquait Quentin, de l'ordre de 6 000 à 10 000 mètres carrés, flotte de camions de 20 à 40 camions, donc en température constante, donc sans température dirigée ou de refroidissement, ni de chaud. 3 poids lourds, c'est l'équivalent de la consommation du site. Donc du chauffage, des chariots élévateurs et de la lumière avec les enseignes inclus. Donc vous comprendrez que quand on installe 20, 30, 40 camions, ça change la donne et que évidemment dans un réseau comme le nôtre, on a à peu près 900 sites en Europe. On est capable, on a une potentialité toute différente. Le camion électrique permet d'internaliser les coûts et de faire exactement ce qui a été évoqué avant, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, que ce soit en toiture ou en ombrière, de stocker cette énergie puisque les camions ne sont pas là pendant la journée, pendant que les panneaux fonctionnent. Et quand je parle de panneaux, on pourrait imaginer d'autres manières de produire l'énergie du reste, hein. Et puis de réavitailler ces véhicules avec une énergie produite localement pour un véhicule qui fonctionne en local ou du moins qui fonctionne dans un réseau. Donc on voit bien qu'il y a une vraie transformation. L'enjeu majeur, il est plus technologique. Les poids lourds électriques longue distance sont là. Alors, il nous manque encore les dernières technologies pour avoir des véhicules avec des longues autonomies de 600 km qui sont en train d'être déployées. Évidemment, donc on n'est qu'au balbutiement. La brique technologique batterie est là aussi. Les panneaux photovoltaïques, vous en parlerez bien mieux que moi. Mais on a bien toutes ces briques technologiques si on n'oublie pas évidemment toute la question de la supervision. Puisque tout ça, il faut que ça parle et que ça communique et que ça optimise. Mais il est clair que ce poids lourd change la vision qu'on a de l'entrepôt. Cet entrepôt qu'on veut minimiser parce que qu'on a voulu minimiser jusqu'à présent parce que c'est un centre de coût, devient en fait un centre de profit. Et je crois que c'est ça ce qui est en train de changer, qui prendra du temps et qui prendra beaucoup d'argent. Les investissements sont colossaux en la matière. Traduit pour nous sur le territoire national, en gros, on peut absorber 3 ans de nos résultats pour faire les investissements qu'il faudrait dans une première étape. Donc vous voyez que les investissements sont colossaux, mais on est effectivement au démarrage de quelque chose d'important dans le secteur. Une nouveauté, une belle transformation. Et vous, de côté donc immobilier, Quentin? Alors nous, le hub énergétique, oui, parce qu'on propose des services, mais oui, parce que c'est un atout, c'est pour l'attractivité de nos immeubles aussi également. Et l'autoconso également pour participer au décret tertiaire, parce que c'est important, on n'a pas parlé, mais c'est ça qu'il faut. Oui, la réglementation Ouais. est importante sur les bâtiments. C'est-à-dire que en fait, si vous autoconsommez pas, ça sert sur le décret tertiaire, ça compte pas pour votre entrepôt, hein, quand même. Mais le site idéal, j'ai envie de dire, c'est d'abord un site peu énergivore.
parce que fondamentalement, tout ce qu'on ne consomme pas, on ne le paye pas. Donc avec des solutions classiques qu'on connaît, comme l'isolation, bon, et puis des innovations à venir. Et également une solution bas carbone. Alors, la première solution pour être bas carbone, c'est d'être peu énergivore, donc sobre. Et puis après, il y a des outils comme les packs avec notre mix électrique qui permet d'être bas carbone. Et ensuite, qui produit son énergie de façon raisonnée et, comme on disait, bien pilotée. Parce que le sujet, c'est bien de bien consommer son énergie et de bien la piloter pour qu'on puisse la produire au moment opportun et la consommer au moment où c'est utile. Et là-dessus, l'énergie solaire est effectivement un moyen pour nous aider. Parfait. De manière générale, évidemment, tout ça, c'est de la transformation lourde, longue, c'est des investissements, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, comment on peut arbitrer entre investissement énergétique et rentabilité? Quentin, aujourd'hui, est-ce que c'est un levier de valorisation ou trop de risques encore pour vous? Comment vous abordez le sujet? Alors, le sujet, on en parlait tout à l'heure à l'instant, il y a une vraie rupture sur les poids lourds. En même temps, quand on est propriétaire d'immeuble, on n'a pas vocation à exploiter les poids lourds. Mais en même temps, il faut préparer l'avenir pour que nos locataires, s'ils souhaitent charger leur camion, puissent le faire. Et ça, c'est des investissements assez lourds quand même d'infrastructures. Et malheureusement, on ne sait pas encore bien précisément ce qui est attendu, parce que je pense que le schéma n'est pas mûr. Et quand on parle avec des exploitants de poids lourds, on dit mais est-ce qu'on prépare une zone, etc. Des transporteurs hein, plutôt. Quand on prépare une zone, est-ce qu'on met, on réfléchit à un éventuel transformateur ici pour dédier à la recharge. En fait, on n'a pas des réponses précises. Donc nous, investisseurs, il faut qu'on soit prêt à le faire, mais en même temps, il faut qu'on ait un chemin précis pour pouvoir réaliser ces investissements en amont et permettre aux exploitants de pouvoir maîtriser la recharge de leurs camions, notamment électriques. Du coup, il y a une question d'évolutivité du site. Exactement. Oui, ça permet aussi de protéger le site et de ne pas se retrouver en concurrence avec des sites qui proposaient des Qui ne serait solutions pas ad hoc. prêt. Qui serait pas prêt. Oui, merci. Tariel, de votre côté, comment vous arbitrez le TCO aujourd'hui? On en est où? Ouais. Oui, le TCO des poids lourds électriques s'est fortement rapproché du diesel. Et aujourd'hui encore. Quand je dis aujourd'hui, avec le prix évidemment du carburant qui a flambé. Bien que ça, c'est conjoncturel et il ne faut pas miser là-dessus. Hein. Ne regardons pas le long terme et les questions d'investissement qu'on doit porter en la matière qui doivent se dérouler sur 10, 15 ans et voire plus. Là, aujourd'hui, on a un épiphénomène et ne confondons pas les choses. Par contre, si je regarde dans le rétroviseur, en ayant démarré les premiers poids lourds électriques rétrofités en Turquie, qu'on a pu mettre en place en France, donc il y a 8 ans, le TCO d'un poids lourd électrique était d'à peu près deux fois plus cher, un peu plus de 2 fois plus cher. Aujourd'hui, les derniers calculs qu'on a pu faire la semaine dernière, on est en fonction des cas d'usage, on est à plus 10, plus 15. Donc l'écart se réduit fortement. Pourquoi il se réduit? D'abord parce qu'il est accompagné. Hein, les pouvoirs publics accompagnent l'électrification des poids lourds. Hein. On a eu du bon échec écologique. Aujourd'hui, on est avec des C2E. C'est des sommes assez importantes hein, qui avoisinent les 60 000 euros. Donc c'est pas négligeable. Deuxième effet aussi à bien considérer, c'est la mise en œuvre de ces véhicules sur le plus de quantité de tonnes-kilomètres. Donc il faut effectivement les router vers des distances les plus longues et les poids les plus lourds. Indéniablement, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire mettre des poids lourds électriques pour la livraison urbaine, c'est pas là où ça paye le mieux. il vaut mieux traverser la France et mettre des gros tonnages à l'intérieur. Voilà, c'est tout simple. Et le troisième levier, c'est le prix du kilowattheure. Et donc évidemment, des négociations du bon prix et toute l'intelligence qu'il peut y avoir dans les systèmes pour pouvoir capter le bon prix à la bonne heure, avec le bon fournisseur, voire avec sa propre production, change la chose. Et c'est ça qui permet d'avoir un prix, un TCO qui commence à se réduire. Il faut faire attention aussi à la question des aides d'État. Ne tombons pas
dans la situation de l'immobilier qui a sponsorisé par différentes aides, que ce soit, et je ne vais pas en citer, mais qui a renchéri le prix de l'immobilier. Donc ne tombons pas dans ce panneau non plus dans le monde du transport à être picousés par des subsides pour de l'industrie sur du trop long terme. Donc attention à ça, même s'il faut lancer le secteur indéniablement. Mais il est clair que, et c'est très flou, hein, c'est vrai qu'on a du mal à donner nos instructions, et je parle de la profession en général, même si on voit bien se dégager un certain nombre d'acteurs qui ont bien compris ce qui était en train de se jouer. Et donc, pour ce faire, nous, on a investi déjà dans des transfos, parce que c'est quand même le premier sujet, hein. C'est-à-dire qu'avant toute chose, avant de parler de poids lourd électrique, il faut les infrastructures. Et les infrastructures commencent par des transfos, capables de pouvoir recevoir l'énergie qui vient du réseau, ou de transférer l'énergie qu'on produit soi-même. Et puis après, on attaque les briques d'après. Les premières briques, eh ben, c'est les bornes de recharge. Alors, on commence petitement avec du 22 kW, on s'avitaille la nuit. Et puis maintenant, on passe à de la haute puissance. 400 kW, c'est ce qui est nécessaire. Donc, c'est des investissements très lourds. Et là, effectivement, il faut se faire aider parce que les sommes sont trop importantes. La profession gagne petit, hein, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et en ce moment, c'est encore pire. Et puis après, on va commencer à agréger d'autres éléments, en l'occurrence la production et le stockage. Mais en amont, il faut bien mettre la supervision. Donc, il y a un dessin qui commence à se faire. Et je pense qu'un certain nombre de personnes dans les pouvoirs publics et de stratèges ont bien compris qu'il y avait un dessin Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Et je crois que c'est ça qui fera la différence entre ceux qui seront là demain et ceux qui peut-être ne le seront plus. Voilà. C'est très clair. Jeanne, comment on aide justement les investissements? Est-ce qu'on a des solutions de financement? Est-ce que c'est une question uniquement de rentabilité des installations qui sont peut-être justement sur lesquelles on se repose avec le stockage? On parle beaucoup de stockage, mais quid? Alors, effectivement, le sujet est vaste. Alors, effectivement, on a la chance d'être accompagné par deux clients qui sont très avancés en termes de décarbonation. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'opérateurs de transition énergétique. Et c'est là qu'il était important, donc effectivement, de faire un constat. Quels sont vos besoins actuels, vos besoins futurs? On parle souvent de morceaux de décarbonation. Donc, l'intérêt, c'est d'être accompagné sur une vision complète. Là, vous le voyez, c'est le bâti, hein, c'est effectivement, nos équipes sont en capacité de refaire les étanchéités. Donc, effectivement, ça fait partie des sujets. On parle beaucoup de décarbonation. On parle de stockage. Effectivement, aujourd'hui, l'association de j'installe du solaire ou effectivement je traite le sujet de chaleur fatale. J'étudie le besoin en flux de véhicules électriques et notamment effectivement la vue de véhicules haute puissance. Quand on voit effectivement le besoin énergétique, il est important d'étudier un flux global et c'est là où une des réponses effectivement est le stockage. Le stockage, on sait qu'aujourd'hui, ça sera le cerveau, hein, des hubs. Ça permettra d'envoyer la production soit sur le bâti, soit sur les véhicules, soit effectivement les mettre dans des conteneurs pour un besoin futur. Mais effectivement, Tariel l'a dit, c'est pas sans investissement. Et donc là, donc le groupe Solstice accompagne les acteurs de la logistique, du transport, les industriels d'une façon générale, à travers, donc je vous l'ai dit, un fonds d'investissement qui on est en capacité d'engager plus de 150 millions sur les 3 prochaines années. Et donc, en fait, le groupe Solstice est flexible et agile dans sa façon de faire et dans ses montages financiers. Donc, on propose principalement du tiers investissement ou du leasing. Mais effectivement, on est en capacité de fluctuer les différents schémas, de fluctuer les différentes, je dirais, la durée des besoins d'investissement. Et l'objectif, c'est d'avoir effectivement un acteur qui soit flexible dans vos besoins et qu'on n'imponse pas, nous, notre modèle, mais qu'on s'adapte effectivement à ce que vous attendez. Alors pour clôturer, parce que c'est déjà l'heure, je sais, un dernier conseil pour la route, c'est-à-dire qu'avec votre expérience, la manière dont vous avez déjà abordé vos sujets, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner aux personnes qui sont là, qui sont venues vous écouter, sur cette fameuse transformation énergétique des sites? Alors, si je parle pour l'immobilier logistique, moi je dirais le stockage. Ça dépend de nous. Travailler sur le stockage, investir dans le stockage, que nos fournisseurs développent le stockage et les solutions de stockage en quantité, en prix. Ça, c'est la première clé pour pouvoir lutter contre la temporalité de la production et de la consommation.
La deuxième, qui elle dépend un peu de l'État, mais après, ça sera à nous de travailler dessus, c'est la liberté contractuelle. Parce qu'aujourd'hui, pour vendre de l'électricité, si vous avez une centrale sur votre toiture, c'est un parcours du combattant, j'exagère un peu, mais ça vous oblige à prendre des statuts de producteur, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et le troisième point, pour pouvoir, et là, ça dépend plus de l'État, c'est en fait de pouvoir panacher dans nos contrats de vente des tarifs sécurisés par l'État et à la fois de la vente à nos clients pour compenser, pour être sûr de pouvoir tout le temps utiliser l'électricité qu'on produit. Bon, il y a des petits progrès qui sont en cours, puisque le dernier appel d'offres creux ouvre la voie à ce type de fonctionnement. Merci beaucoup. Oui, ben, je pense qu'il faut que les organisations et les individus restent très curieux. On est loin d'être mûrs sur tous ces sujets. Et curiosité, je crois que c'est le maître mot. Et curiosité, ça doit aller jusqu'à tester. Il faut, dans les groupes où il y a un peu de moyens, dédier une partie des ressources et du temps des gens à tester sur des sujets innovants pour voir comment ça fonctionne et est-ce que c'est est-ce qu'on peut le mettre en place dans l'entreprise après à une échelle plus importante. Je pense que c'est vraiment le sujet de fond. Et bon, quand on échangeait ensemble, on disait oui, la prochaine étape, c'est le V2G. Est-ce qu'on peut éviter toutes ces batteries de stockage stationnaires et puis les avoir mobiles et les utiliser à bon escient au bon moment? Voilà, ça c'est un élément qu'on n'a pas testé aujourd'hui. Bah, évidemment, les poids lourds ne sont pas encore équipés pour ça. Donc il y a les premières voitures qui le font. Mais il faut rester extrêmement curieux. Et puis, il faut certainement aussi avoir des équipes pluridisciplinaires qui sont capables d'être un peu iconoclastes dans les organisations, qui ont plutôt tendance à vouloir, et en plus dans des périodes de crise comme celle-ci, à conforter leur position ou leurs habitudes. Donc voilà, ça serait ça plutôt mon mot de la fin. Merci beaucoup, Tariel. Et donc, groupe Solstice, on ne sait pas. Du coup, tout est dit. Non, mais en fait, non, le mot, c'est accompagnement. On voit bien qu'effectivement, la décarbonation, c'est quand même encore des freins, encore des craintes, encore des points d'interrogation. Donc, je suis convaincue qu'effectivement, il faut qu'on continue à accompagner nos clients à travers les différentes solutions qu'on propose et vraiment de s'adapter et de ne pas proposer un schéma prédéfini. Résilience et souveraineté. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'on a encore plein de choses à se dire, effectivement. Ouais, voilà, on a encore beaucoup de choses à dire. Je vous invite, merci beaucoup. Je vous invite à passer à l'arrière de la salle pour rencontrer nos experts, nos speakers, pour vous parler de leur stratégie 2030, 2035. Soyons fous. Merci beaucoup encore à tous. Bonne journée.